Papi. Oui, Simon, je t'écoute. Aujourd'hui, les isolants, leurs qualités et leurs limites. J'ai une maison dont je veux reprendre l'isolation. Je dois intervenir au niveau du toit, des murs, des planchers et du sous-sol. J'aimerais tout faire avec le même isolant. Bonjour, je suis Claude Lefrançois, alias Papy Claude. Après plus de 30 ans dans le bâtiment, j'y ai accumulé des savoirs et des connaissances que je souhaite partager. Existe-t-il, parmi les isolants, un produit universel répondant à tous les besoins? Nous allons voir dans cette vidéo comment opérer un premier choix d'isolant du fait de leur qualité et limites. Dans cette optique, nous allons les aborder par grandes familles. Les principales sont les isolants d'origine minérale, les isolants d'origine pétrochimique, les isolants d'origine végétale et enfin les matériaux dits réflecteurs. Une nouvelle famille fait l'objet de nombreuses recherches et semble assez prometteuse. Il s'agit entre autres de peintures, films minces et autres parements faisant appel aux nanotechnologies et au changement de phase. Ce ne sont pas vraiment, au sens courant du terme, des isolants, mais plus des matériaux capables d'accumuler de l'énergie. Qu'en sera-t-il des critères environnementaux, santé publique, ressources disponibles, coûts? Nul à ce jour ne le sait véritablement. Les matériaux d'origine minérale les plus courants sont les laines de verre, de roche et de céramique. On y trouve aussi le verre cellulaire. Les laines de céramique sont généralement réservées aux usages nécessitant un très haut niveau d'ininflammabilité. Et les verres cellulaires pour des emplois très spécifiques, tels la nécessité d'une très grande compressibilité. Leur qualité. Leur lambda va de 0,042 à 0,032, ce qui les classe de bien à très bien. Il est facile de s'en procurer et leur prix est relativement modique. Elles laissent facilement migrer la vapeur d'eau. Leurs limites. Elles sont assez peu performantes sur le plan des phasages. Elles nécessitent beaucoup d'énergie grise pour leur fabrication. Elles sont très difficilement recyclables, coûts de collecte et traitement entre autres. Elles sont sensibles au développement des points de rosée. Elles vieillissent bien en laboratoire, moins bien dans la réalité de la vie d'un bâtiment, du fait de l'action possible du gel sur un point de rosée matérialisé et de la non-déformabilité de leurs fibres. Pour certaines, elles présentent un risque pulmonaire lors de leur manipulation suite à l'action du gel déjà évoquée. Elles comportent un grand nombre de composés chimiques, pour certains solubles dans le sang, et alors loin d'être inoffensives. Elles existent aussi sous forme de vrac, avec utilisation possible selon les références et leurs éventuels agréments, pour soufflage en comble et pour insufflation en cavité. Elles présentent les mêmes avantages et limites que les laines en panneau. Elles sont, et de loin, les plus utilisées en France pour l'isolation thermique. La deuxième grande famille d'isolants est constituée des matériaux d'origine pétrochimique. On y trouve les mousses de type polystyrène et polyuréthane. Les panneaux sont la forme de présentation la plus courante. Leur qualité. Des lambdas allant de très bon à exceptionnel entre 0,032 et 0,025. Leur légèreté et leur compressibilité. Leurs limites. Énergie grise importante. Le gaz utilisé pour leur fabrication n'est certes pas du CFC, mais du HFC, hydrofluorocarbure. Infiniment moins dangereux pour la couche d'ozone, mais quand même plus de 10 000 fois plus puissant que le CO2 en ce qui concerne leur action en tant que gaz à effet de serre. Excusez du peu. Leur recyclage est extrêmement difficile. Leur classement feu va de E à F, c'est-à-dire combustible, facilement inflammable. Les polyuréthanes, les plus utilisés, laissent émaner des vapeurs toxiques en cas de combustion, notamment du cyanure d'hydrogène et du monoxyde de carbone. Leur performance énergétique diminue avec le temps, source Conseil national de recherche du Canada. Et surtout, leurs temps de déphasage sont très médiocres. Apparaissent des techniques de mise en œuvre de polyuréthane sous forme liquide avec polymérisation suite à projection. Les qualités de cette forme de présentation, au-delà des mêmes que celles en panneau, sont très bon taux de remplissage, pouvant aller, dans le cadre d'une mise en œuvre très rigoureuse, jusqu'à assurer l'étanchéité au vent.
mis en œuvre partout, y compris en sous-plafond. Leurs limites sont les mêmes que celles des présentations en panneau, et en plus la nécessité de disposer d'un équipement très spécifique et onéreux, ainsi qu'un savoir-faire très particulier. De ce fait, elles sont réservées à des professionnels formés. La troisième famille, quasi inexistante il y a 20 ans, maintenant significative, regroupe tous les isolants d'origine végétale. Laine de bois, de lin, de chanvre, de coco, de foin, chêne-vote de chanvre, ouate de cellulose, liège, paille, etc. Leurs qualités sont un lambda allant de 0,050 à 0,037, donc de moyen à très bon, excellent temps de déphasage, énergie grise faible, très bonne capacité hygroscopique tentant à favoriser le confort par régulation du taux d'hygrométrie, très bonne conservation des valeurs isolantes dans le temps, origine renouvelable, très facilement recyclable, piège à carbone au même titre que tous les éléments végétaux conservés à long terme. Certes combustible, mais difficilement inflammable à très difficilement inflammable, souvent auto-extinguible et n'émettant aucune toxicité en cas de combustion. Leurs limites maintenant sont ressources limitées, même s'il y a encore à ce jour de très grandes marges de progression en termes de volume disponible, leurs coûts, qui sont très variables selon les produits, mais dont certains se situent au même niveau que les familles issues du minéral ou de la pétrochimie, la technicité est souvent requise pour leur mise en œuvre, et enfin pour les formes en vrac, les équipements qui peuvent s'avérer nécessaires. La quatrième famille est constituée des matériaux réfléchissants, souvent appelés isolants minces. Ils n'ont pas le droit au titre d'isolants, mais peuvent participer à des complexes isolants. Ils ne sont pas suffisants à eux seuls pour justifier d'une bonne isolation. Alors pourquoi les mettre ici? Tout simplement parce qu'ils sont présentés en tant qu'isolants dans la plupart des points de vente, qu'ils sont souvent préconisés car faciles à mettre en œuvre, ce qui reste à démontrer, et peu gourmands en épaisseur, donc peu pénalisants sur la perte de volume habitable, ce qui reste aussi à démontrer compte tenu des épaisseurs d'air en général préconisées sur chaque face. Pour terminer le tableau, ils sont généralement très pénalisants sur le plan migration de la vapeur d'eau, et donc ne favorisent pas le confort. Enfin, ils génèrent une cage de Faraday que l'on soupçonne d'effet délétère. Je pense qu'il n'est pas nécessaire d'en dire plus au risque de devenir méchant. Ce tour d'horizon ne se veut pas exhaustif. N'oubliez pas qu'il est très difficile de reprendre l'isolation car elle est intégrée à la structure du bâtiment. Il faut donc faire le bon choix dès le départ, sinon c'est s'exposer à des dépenses d'énergie pour chauffer ou climatiser, et ce, pour de nombreuses années. Pour plus de détails, je vous conseille ce livre, L'isolation thermique écologique, coécrit par Jean-Pierre Oliva et Samuel Courget, disponible aux éditions Terre Vivante. Je vous propose aussi d'autres vidéos, notamment sur le choix des isolants selon leur destination, des tutoriels de mise en œuvre et des fiches techniques disponibles sur mon site web.